Bonjour, dans l'émission Demain l'agriculture aujourd'hui, on rencontre les compagnons maraîchers et pour commencer cette émission, écoutons Olivier Côté-Thibault, fondateur des compagnons maraîchers, nous parler de cette organisation et de sa mission. Donc moi c'est Olivier Côté-Thibault, je suis le fondateur des compagnons maraîchers. Les compagnons maraîchers, c'est un projet qui a émergé à la fin de l'année 2016. Donc, on est à sa deuxième année. Puis moi, ce qui m'a amené à ce projet-là, c'est un parcours pluridisciplinaire, là, comme je dis toujours, qui a commencé en urbanisme à l'université. Puis, étrangement, c'est l'urbanisme qui m'a comme ouvert les yeux sur le rural, alors qu'on s'attend plus à... En général, qu'on travaille avec l'urbain puis la ville, mais ça m'a fait comme comprendre un peu le lien entre l'urbain et le rural à travers cette mineure-là que j'avais faite à l'Université de Montréal. Puis après ça, j'ai enchaîné avec un certificat en écologie. Puis c'est ça, pendant ma mineure en urbanisme, j'ai compris aussi que j'avais besoin de ce rapport-là plus près avec les plantes et la nature. Puis de là est né aussi cet intérêt pour l'agriculture, qui comme l'agriculture représente un peu l'aboutissement d'un lien entre l'humain et l'environnement naturel qui passe par l'alimentation aussi. Donc, c'est ça. Puis, de fil en aiguille, j'aurais bien aimé aussi étudier l'agriculture dans le milieu académique, mais ça s'est pas déroulé comme ça. Mais de toute façon, cet intérêt-là a continué de grandir. Puis, avec les compagnons maraîchers, ça a été une façon de permettre à ce désir de se rapprocher d'un type d'agriculture qui est plus durable, qui est plus proche des pratiques qu'on veut écologiques. Donc, c'est un peu comme ça que c'est né. Puis, en partant en se disant, on peut aller sur des fermes, on peut le faire juste même en dehors de l'école, de se rendre sur les lieux où ce que les gens s'y adonnent, puis de participer, puis d'aider. Puis, les compagnons maraîchers, c'est des volontaires. Donc, c'est des gens qui sont intéressés puis qui ont envie de participer de façon bénévole aux tâches ou aux activités d'une ferme ou d'une exploitation agricole. Donc, c'est principalement des gens de la ville aussi, c'est un peu l'essence du projet, c'est de rapprocher l'urbain du rural. C'est de connecter des gens qui ont envie de se rapprocher ou de réapprendre à interagir avec l'environnement puis avec les plantes puis par conséquent, avec l'alimentation de cette manière-là. Puis, c'est pas très compliqué. On a une page Facebook, on a un site web. Sur le site web, il y a un onglet « Participer ». Puis là, on va trouver deux formulaires. Il y en a un qui c'est pour les fermes, pour manifester un intérêt à recevoir un groupe de compagnons. Puis l'autre formulaire, c'est pour les gens, les volontaires qui ont envie d'être avertis lors des prochaines excursions. Donc, une fois que les gens ont rempli ce formulaire-là, nous, ils sont dans notre répertoire, ils sont dans notre banque de données. On envoie des infolettes, des courriels pour les solliciter. Fait que c'est vraiment facile, il n'y a pas de restrictions. C'est toute personne qui souhaite participer, qui est motivée, qui a un intérêt. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Des fois, les gens pensent je suis peut-être pas assez en forme ou physiquement, je ne suis pas apte à le faire, mais c'est ouvert à tous. Puis il n'y a pas d'attente. Vous êtes volontaire, donc il n'y a
il n'y a pas de performance requise. Là. C'est aux gens à décider c'est quoi leur limite physique, puis c'est à quand de s'arrêter puis de prendre une pause. Puis il y a vraiment... il n'y a pas d'obligation, outre d'être présent là, quand on décide de venir participer, mais c'est sûr que ça implique des tâches, puis... mais c'est ça. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne pour les volontaires. Donc, c'est ça. Puis les fermes, ben, là, présentement, il y a comme une espèce d'un délai d'attente, c'est sûr, parce qu'on fait juste 2 sorties par mois. Donc, c'est aux 2 semaines. C'est généralement la première fin de semaine du mois et la 3e. Puis, c'est sûr que là, on essaie de... Ce qui est comme un défi, c'est d'aller vers le plus de fermes possible parce que c'est super intéressant, la diversité de petites fermes qui naissent ici et là au Québec, mais en même temps de garder un lien, d'entretenir un lien avec les fermes qu'on a déjà visitées, donc de retourner les visiter. T'sais. En un nombre X de sorties par année, ben, il faut que tu réussisses à comme, faire la part, à aller revoir certaines, en maintenir un lien avec des fermes que tu as déjà visitées et en visiter d'autres. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on a un petit projet pilote qu'on appelle les équipes flottantes, en fait. Donc, contrairement aux excursions officielles, comme on fait en fin de semaine au Jardin de l'Écumène, une excursion officielle qui est sur 2 jours avec un groupe d'environ 10 à 15 volontaires. Les équipes flottantes, ça va être peu importe quel jour de la semaine. 5 à 7 personnes, c'est une équipe un peu plus réduite, seulement pour une journée. Puis avec d'autres éléments comme que l'essence doit être payée par les fermiers. Mais en fait, c'est que ça permet aux fermiers de bypasser l'attente régulière pour une excursion officielle. Puis pour l'instant, on se maintient à offrir ces équipes flottantes-là seulement aux fermes habituées, donc les fermes qu'on a déjà visitées. Donc c'est comme une façon de permettre que le délai d'attente ne soit pas un obstacle à ce qu'on retourne sur des fermes qu'on a déjà visitées, mais sans que ça soit tout aussi prenant que l'organisation d'une excursion officielle qui est plus demandante, qui implique plus de gens, puis qu'il y a plus de planifs. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe présentement. Là. Fait que, comment ça se déroule un week-end, en fait, une fin de semaine complète, c'est très simple. En fond, on part le samedi matin de la ville. On arrive sur la ferme généralement en milieu d'avant-midi. Ça commence toujours avec l'accueil des autres là, qui vont nous faire une visite des lieux, nous présenter la ferme, l'historique un peu. Une fois que ça c'est fait, ben, on se lance directement dans les activités qui sont à l'ordre du jour. Là, si on a le temps, c'est tout le temps la période un peu la plus courte, là, parce qu'avec le transport le matin, donc après ça, on dîne, puis après le dîner, on continue les activités, puis jusqu'à temps que la journée de travail se termine là, vers l'heure du souper à 5 heures. Puis après ça, ce qui est le fun, c'est ça, sur le 2 jours, c'est qu'on a le temps de relaxer après, de prendre le temps de profiter des lieux, puis de rencontrer, de discuter avec les gens, malgré qu'on peut très bien discuter aussi pendant les activités. Là. Mais donc c'est ça, on soupe sur les lieux. La plupart du temps, c'est des repas qui sont aussi offerts par les autres, donc une partie des repas, pas nécessairement tous les repas, mais au moins une partie. Puis ça, c'est vraiment un plus là, quand on peut goûter directement aux produits, aux légumes, aux fruits qui sont cultivés, qui sont cueillis fraîchement là, pour ces repas-là. Puis le lendemain, ben, on continue. Puis donc le dimanche, on repart avant le souper. Fait qu'on a vraiment un 2 jours, c'est optimal parce que des fois, on faisait des sorties d'1 jour aussi. Puis ça passe vraiment trop vite. Là. Surtout que tu ne peux pas aller nécessairement très loin parce que le transport, forcément, ça réduit ton temps que tu peux passer à la ferme. Puis le fait d'être là sur 2 jours, tout le soir après le souper, le camping, c'est vraiment des ajouts et des bonus là, que tu n'as pas dans les excursions d'une journée qui passent très vite. Donc pendant la saison, là, mettons, parce que mars, c'est un peu encore difficile des fois de faire du camping, mais dès que le climat ou la météo le permet, on essaie de faire des 2 jours le plus possible. On favorise puis on encourage une agriculture écologique, pas forcément certifiée biologique, malgré qu'on va aussi sur des fermes qui le sont. Mais on est conscient que les pratiques écologiques n'ont pas nécessairement besoin d'être certifiées pour être reconnues puis valides. Donc ça, c'est comme le critère de base. Après, le fait qu'on soit une forme de main-d'œuvre manuelle, ben ça exclut une panoplie d'exploitations qui sont vraiment mécanisées puis qui sont pas propices à recevoir des équipes de gens qui veulent mettre leurs mains dans la terre. C'est vraiment à petite échelle, de facto, par le fait qu'on vienne aider
avec des personnes. Là, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas aller sur une grosse ferme industrielle qui utilise juste des tracteurs puis de la machinerie que des volontaires ne peuvent pas justement s'approprier en une journée ou deux. Là. Donc, c'est ça, de petite échelle, à échelle humaine, des fermes qui ne sont pas trop loin de Montréal aussi. C'est sûr qu'il y a un critère géographique. Là, vu que si on fait un départ de Montréal, on essaie de se restreindre à un rayon de 150 km là, pour pas aller au-dessus de l'heure et demie de trajet. Là. Après ça, comme je disais, on a fait des sorties à Québec aussi, avec des départs de Québec, donc on pouvait découvrir la région là-bas. Mais au-delà de ça, les critères, c'est pas mal ça. Sinon, c'est quoi les tâches qu'il y a à faire? Est-ce que si on a le choix dans... Mettons, une fin de semaine, on sait qu'il y a comme plusieurs fermes qui seraient propices, bien, on va peut-être favoriser une ferme qui propose une plus grande diversité de tâches, parce que c'est sûr que si une ferme nous dit qu'on fait rien que du désherbage toute la fin de semaine, autant que c'est important, c'est le fun du désherbage, mais des volontaires, on veut leur offrir une vision la plus, un panorama le plus étendu de ce que ça peut représenter. Donc, souvent, la diversité des tâches, ça va être comme un poids dans la décision. Puis, sinon, c'est pas mal ça. Là. Après ça, il y a aussi est-ce qu'on a déjà été sur une ferme ou non. Ça peut influencer, mais sinon, c'est pas mal ça. Merci, Olivier. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les compagnons maraîchers, rejoignons Jean-François Lévesque, cofondateur des Jardins de l'Écoumène, qui recevait aujourd'hui les compagnons maraîchers sur sa ferme pour leur donner un peu un aperçu de comment se déroule une journée pour les volontaires des compagnons maraîchers. Alors, donc, là, votre mission, OK, aujourd'hui, parce que le timing, ça va, c'est bien, vous allez voir, mais dans la vraie vie, là, je vous aurais peut-être calé une semaine d'avance. C'est difficile de déterminer d'avance, en fait, le stade de maturité, puis aussi les mauvaises herbes, à quel stade qui vont être rendues. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, il y a... dans le fond, les fleurs blanches, ça, c'est des radis. Hein, vous allez voir, c'est une production de semences de radis qui va être prête vraiment plus vers le mois de septembre-octobre. Puis juste en avant, il y a 2 planches. En fait, ce que j'appelle planche, c'est la formation en fait d'un mini buton qui a à peu près 36 pouces de large. Vous allez voir, il y a un petit fossé. Et sur cette planche-là, il y a 6 rangs de carottes qui ont été semés. S'il y en a qui sont curieux, je vous montrerai, on complétera la visite avec, c'est un semoir en fait qui permet justement là, de faire les 6 rangs avec le plus de précision possible. Malheureusement, la nature étant ce qu'elle est et l'humain avec ses forces et ses faiblesses, l'année dernière, on était parvenu en fait à faire un semis presque parfait, c'est-à-dire qu'il y avait des semences près à toutes les 2 pouces. Malheureusement, cette année, on n'est pas parvenu à avoir cette précision. Donc, les semences, vous allez voir, sur les rangs, sont beaucoup plus rapprochées. Alors, on va aller voir sur place qu'est-ce que ça a de l'air. Puis, juste pour conceptualiser, en fait, le travail que vous êtes en train de faire, c'est que cet automne, on va les récolter. On va les mettre dans un caveau. On va les garder en dormance tout l'hiver. C'est vraiment le défi. Et par la suite, on va les mettre en sous-tunnel pour en faire une production de semences. Donc, la première année, il n'y a pas de fleurs. C'est la deuxième année. Donc, vous êtes en train de participer à comme la première phase, donc à la culture des racines. Et l'année prochaine, bien, vous reviendrez au printemps, vous reviendrez planter vos racines pour pouvoir produire les semences. Ça vous va? Good. OK. De la manière qu'on va procéder, il faut être très méthodique, hein, soit dit en passant. C'est comme un orchestre. OK? Si les cordes, puis les... Hein, qui est bon en musique, là? Bon, ben c'est ça. Tu sais, si c'est la cacophonie, c'est n'importe quoi, ça sonne un petit peu mal à nos oreilles. Donc, on doit procéder aussi de façon le plus ordonnée possible pour parvenir, en fait, à obtenir un résultat clair et précis, puis que j'ai l'assurance que vous sachiez exactement ce que vous faites. Quand vous serez rendu des professionnels, ben l'ensemble de ces activités-là, vous pourriez les faire tout en même temps. Mais pour arriver à avoir quelque chose de bien, on va décortiquer le travail qu'il y a à faire. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile. Par contre, si vous êtes attitré à désherber, rien ne vous empêche de changer avec quelqu'un pour faire l'autre étape. Ça vous va?
Alors, donc, première étape, OK? J'ai déjà commencé une section, donc vous voyez le résultat que ça a donné. Ça va? Et j'étais rendu ici. Puis là, je vous explique, il y a différentes herbes à enlever. Donc, il y a l'amarante qui est ici, qui, elle, est facile, vous pouvez la tirer. Ce qui est important, c'est toujours de s'assurer d'arracher les racines. L'autre herbe qu'il faut éliminer, puis là, il y a vraiment un truc, c'est une plante grasse qu'on appelle le pourpier. OK? Regardez, sa structure est faite un peu comme en étoile. Voyez-vous? Alors, si vous faites juste tirer là-dessus, vous n'avez pas parvenu à tout l'éliminer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut plonger nos doigts à l'intérieur de l'étoile. Donc, comme ça ici, puis avec le pouce et l'index, on les enlève. Donc, on rentre dans le tas, puis on les enlève, on les tire une après l'autre, puis on parvient en fait à éliminer ceux-là. Ça arrive à l'occasion qu'on enlève une carotte. C'est comme pas dramatique dans la mesure où il y en a déjà beaucoup. Ceux qui n'ont jamais goûté au pourpier, je vous invite à le faire. Le pourpier, effectivement, c'est une plante excellente. Ça a quand même, je pense que c'est les oméga 6, je crois, qui sont excellentes pour la santé. Alors donc, on va avoir besoin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diviser en 4 pour commencer. C'est-à-dire qu'il y a 4 extrémités. 1, 2, 3, 4. OK? Et puis, on va progresser en remontant pour enlever la mauvaise herbe. Vous pouvez vous placer à peut-être 2-3 mètres de quelqu'un. Puis vous pouvez jaser, mais vous progressez tranquillement, pas vite. Si vous arrivez à un endroit où ce c'est déjà fait, bien, vous changez de place. Ce que je vous invite par contre à faire, là j'ai dit 1, 2, 3, 4, mais je rectifie en fait. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis les autres, ils pourront décaler. Parce que vu qu'il y a 6 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand on est d'un côté, on fait uniquement les 3 premiers rangs de ce côté-ci, donc on arrête ça là, puis on progresse de cette façon-là, puis l'autre personne qui est en face fait les 3 autres rangs. Ça vous va? C'est simple? Donc, dernière chose, sûrement pas là, mais une autre chose, pour ceux qui ne sont pas trop habitués à travailler et à jardiner, il y a une façon aussi de soulager notre dos. OK? C'est celui de s'appuyer sur le genou. Donc, vous allez voir, moi, constamment, ce que je fais, c'est que je travaille juste d'une main. OK? Puis quand je suis tanné, bien, je change. Puis j'alterne comme ça. Cette façon-là, c'est, je dirais, la façon que j'ai trouvée pour me permettre de faire des heures et des heures de temps de désherbage. Parce que le fait d'être appuyé sur notre coude, ça libère toutes les tensions dans le dos. Si vous essayez de travailler comme ça, à moins que vous ayez un dos de béton, des muscles, tu sais, vraiment prêts à souffrir, vous ne ferez pas longtemps. Alors, le coude, le genou, puis on désherbe. Là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une chose importante. Alors, ce qu'on va faire, les mauvaises herbes que vous allez enlever, vous allez faire des tas. Idéalement, vous progressez, puis en avançant, vous les mettez dans le tas. Puis quand vous êtes rendu, mettons, trop loin pour les mettre dans le tas, bien, vous vous en faites un autre plus loin. Fait que vous pouvez en enlever un peu, puis vous les mettez plus loin. Puis tantôt, on va repasser, puis on va les ramasser les tas. Donc, il y a une première équipe, 1, 2, 3, 4, qui va progresser comme ça pour dégager en fait la planche de culture des mauvaises herbes. Il y a ce qu'on appelle le pied de coq. Le pied de coq, lui aussi, il faut aller le chercher au centre parce qu'ils disent pied de coq. Puis là, des fois, il faut brasser un petit peu parce que ça fait vraiment une racine dégueulasse qui s'enfouit dans le sol puis qu'on a vraiment de la misère à sortir. Donc, il y a aussi de ça. Mais oui, ultimement, en fait, ce que je m'attends, c'est que la première équipe qui va passer, il faut que ça ressemble à ça ici. À part peut-être, il y en avait peut-être une petite qui avait été oubliée là. Ça vous va? Première étape. Deuxième étape, quand on va être suffisamment, avoir suffisamment progressé, il y a une autre équipe qui va éclaircir. Idéalement, il faut que les carottes soient aux 2 pouces. Rendu à ce stade-là, 2 pouces en centimètres.
5 cm. Ça va? Donc, il va falloir qu'on choisisse. Regardez, il y en a 2 ici. Il va falloir en enlever une sur 2. Ici, bien, on va en enlever, mais là, on a plus de distance. On aurait pu en garder un. Ici, il y en a... On va garder celle-là. On va en enlever. On va en mettre... Regarde, ça, c'est une distance respectable entre les deux parce qu'il y en a 2. Moi, ce que je vais vous demander, là, c'est premièrement de faire le désherbage. OK? Donc, go! Moi, je vais circuler. Je vais regarder ça avec vous. Puis, on verra la suite, voir... Bien, là, on est rendu là pour le désherbage. Puis là, ben regarde, il faut se plonger à la face dedans. Alors donc, ici, c'est pas compliqué. Les carottes, regarde, ça commence ici. Donc, on n'est pas obligé là, de commencer trop loin. Si on est capable d'enlever les racines, c'est toujours le mieux. Comment ça s'appelle, Galin Soga. C'est dur de se retourner de travailler quand on passe à côté d'un tas de mauvaises herbes. Moi, là, j'adore désherber. C'est une activité, en fait, là, qui me permet de prendre contact avec le sol, avec la terre. Puis c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur ou qui me rebute ou que, tu sais, je trouve quelque chose de difficile. Au contraire, c'est une des rares activités qui me permet de me pencher puis d'aller voir le sol, manipuler le sol, voir sa structure, voir sa texture, voir est-ce que les conditions sont propices pour la plante, en fait. Bref, c'est une de mes activités préférées, oui. Puis vous autres, comment ça va? On s'amuse. Vous vous amusez? Oui. Oui. On découvre. On découvre. On découvre quoi au juste? Bien, on se dit que la plante, le petit coq, là, que t'as appelé, il est solide. Eh oui, hein? Oui. C'est Ouais. le plus dur à sortir, je trouve. Oui, le pied de coq, effectivement, là, quand c'est enraciné, cette plante-là, là, c'est tough. C'est pour ça qu'il faut travailler souvent avec le pouce et l'index. Puis de prendre la tige de 2 côtés, puis tirer pour tirer le système racinaire. Ça va, vous autres? Ben oui, Bon, cool. Bon, ben écoute, à date, ça va. ça se passe bien. Oui, ouais, ça se passe bien. C'est ça, là, on est rendu là. C'est sûr que si vous tirez gros sur une herbe puis qu'il y a une racine qui vient, là, ben garde, soyez pas gênés, enlevez-la. Là, c'est déraciné, ça donnera pas grand-chose. Okay. C'est bon? Oui. D'accord, je continue. Merci. Bonjour. Puis vous avez opté pour la position du jardinier. Alternatif. OK, comme ça, c'est ça. J'avais fait du tai chi à un moment donné, puis je me suis rendu compte qu'effectivement, la posture était importante. Définitivement. Puis sinon, ça va? Ouais. Ouais. En fait, là, vous pouvez désherber sur un 15 cm. OK. Parce que le sentier comme tel, nous, on a un instrument qui s'appelle la houe, puis qu'on va pouvoir, en fait, avec une lame, finir. Mais un 15 cm, ça nous permet, en fait, là, moi, c'est ça, de ne pas faire trop de dégâts. Maintenant, écoutons les témoignages de quelques volontaires ainsi que de Jean-François Lévesque. Ouais, ben moi c'est Nicolas, c'est ma 3e sortie avec les compagnons maraîchers cet été. C'est sûr que j'aime beaucoup ça, ça donne l'occasion de sortir de la ville, se changer les idées de la job un peu, puis mettre les mains dans la terre, parce que moi j'ai un travail assez intellectuel et j'ai besoin de me reposer l'esprit et de faire des choses un peu plus manuelles. Et puis c'est toujours l'occasion de découvrir des beaux lieux avec des belles personnes qui pratiquent ce genre d'agriculture-là. Et puis rencontrer des nouvelles personnes, passer une belle fin de semaine là, sur le terrain et travailler aussi, avoir de la bonne fatigue le dimanche soir quand on rentre chez nous. Et c'est vraiment ça qui est super intéressant. Je m'appelle Elise, j'habite à Montréal depuis bientôt 1 an et je suis horticultrice
dans un organisme qui s'appelle Sentier Urbain. Et je suis paysagiste de formation. J'ai étudié 5 ans l'aménagement paysager en France, d'où je viens. Ce que j'aime bien dans les compagnons maraîchers, c'est que ça permet de faire des excursions à la campagne, puis de rencontrer des personnes qui viennent d'un milieu complètement différent, mais on se regroupe tous autour de l'agriculture et puis on discute, on échange, la rencontre avec les agriculteurs aussi, qui m'intéresse. Moi, c'est Chloé Letourneau. J'habite à Montréal. Je suis designer graphique. Puis, ce qui m'a amenée ici aujourd'hui, c'était que j'avais en fait, dans mon quotidien, je suis toujours assise devant un ordinateur, je suis à l'intérieur, je manque d'air finalement. Fait que, en parlant avec Marie-Ève, ici présente, qui a beaucoup voyagé puis travaillé sur des terres ici et là à travers le monde. Genre. Ben, on a comme fait une conclusion que le retour à la terre était quand même manquant dans notre... Ça nous appelait vraiment beaucoup dernièrement. Là. On avait le goût de faire des choses de nos mains, d'acquérir des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Fait que... on admire l'autosuffisance aussi, ouais, puis on se rendait compte qu'on n'avait pas vraiment d'outils. On n'avait pas vraiment appris les mains dedans à savoir comment ça fonctionne, puis rencontrer des gens comme monsieur, le propriétaire de l'Écoumène, qui est juste trop intéressant, puis cultivé dans tout ce qu'il fait, puis il touche à tout. Fait que c'est ça. C'est des gens comme ça qu'on trouvait qui manquaient dans notre quotidien, puis qu'on est contente de pouvoir rencontrer grâce aux maraîchers. Au départ, j'ignorais qui étaient les compagnons maraîchers, mais après une petite visite sur le site web, ça m'a plu. J'aime bien, en fait, le concept que des gens de la ville qui, par eux-mêmes, des fois, nous dévoilent qu'ils ne connaissent pas grand-chose à l'horticulture, mais qui ressentent, en fait, ce besoin de comprendre, de toucher, de sentir, de vivre, en fait, une expérience en milieu rural, en production bio. Donc, tout de suite, l'idée m'a plu. Et puis, on a tout simplement convenu d'une date, quelques modalités de base, comme nous, on offre le repas, en fait, mais eux vont le cuisiner. Fait qu'il y a vraiment un partage, un échange. Ce soir, c'est une soirée à blé d'Inde et feux de camp. Bon, un classique, tu vas me dire, mais qui va nous permettre d'échanger puis de partager avec les gens qui participent à cette activité-là. On a vraiment des gens très intéressants là, qui s'est joint à nous, des gens qui gravitent alentour du domaine, soit de l'horticulture, du milieu social, du milieu environnemental, même parfois du milieu technologique, mais qui ont quand même cet intérêt-là pour la nature. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Bien, écoutez, c'est sûr que nous, quand on a planifié les activités, on essaie de tenir compte justement que les gens qui vont participer n'ont pas nécessairement des connaissances techniques. Donc, on s'assure d'une part que ce soit des choses qui soient accessibles puis facilement réalisables. Alors, donc, aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'était la sélection, le désherbage et aussi on dit le démariage, donc des carottes. Donc, c'est quelque chose qui est relativement simple. La qualité, ça me va. Les gens, ils sont attentifs, ils sont consciencieux, puis ils progressent très bien. Ils sont intéressés aussi. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu as de l'intérêt, les choses vont bien. Il faut juste faire quand même, tu sais, il faut bien choisir nos activités là, pour ne pas demander des choses qui nécessitent trop de technique ou trop de choses compliquées. Là. Donc, c'était votre émission Demain l'agriculture. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous voulez en savoir plus, peut-être avoir des petites informations supplémentaires ou vous voulez participer à ces activités, eh bien, contactez Olivier Côté-Thibault ou renseignez-vous sur le site web compagnonmaraîcher.org. Merci beaucoup.